Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyolo sibi, lobeni mumusima, sidimiana nika. Fidèles téléspectateurs de Winner Télévision, c'est un plaisir d'être devant vos postes récepteurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un plaisir de recevoir pour vous Madame Bibi Mbete, coordonnatrice du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Avec elle, nous aurons à parler sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que de droits de femmes. Bonjour Madame. Bonjour madame. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est vrai que c'est la fin de l'année. On est un peu essoufflé, mais ça va et je vous remercie pour cette invitation. D'accord. Joyeux Noël et meilleurs vœux à vous ainsi qu'à toute votre famille. Madame, avant d'entrer dans le bain vraiment de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je suis Madame Bibi Mbete, je suis journaliste de formation. J'ai étudié le journalisme à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Tout de suite, j'ai commencé à travailler comme reporter, comme présentatrice des émissions, par-ci, par-là. Et enfin, je me suis retrouvée à la radio-télévision nationale congolaise. J'ai commencé par le stage à la radio, à la direction des infos radio. Et après, je me suis retrouvée à la production. Et aujourd'hui donc je suis journaliste, je produis des émissions, je présente des émissions de santé et en même temps, comme vous l'avez dit dans la présentation, je suis la coordonnatrice du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. C'est une plateforme, si vous voulez, qui réunit des journalistes de tous les médias à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes basés à Kinshasa, nous avons des représentations dans quelques provinces et c'est donc une plateforme qui réunit des journalistes qui sont engagés à promouvoir les questions de santé sexuelle et reproductive à travers les médias et en même temps à faire la promotion de droits, des droits humains en général, des droits des femmes en particulier et surtout droit à la santé sexuelle et reproductive. Voilà. Madame Bibi, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer ces réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive? Disons que ce qui nous a motivés, c'est le vécu quotidien, c'est l'environnement, c'est la réalité, c'est la situation que nous vivons tous les jours. En tout cas, chacun de nous, je pense, a dans sa vie connu au moins un cas de décès maternel, décès dû à un accouchement, décès dû à un avortement, décès d'un parent dû par exemple à l'infection à VIH, décès parce que il y a eu un ou un autre problème lié à la santé sexuelle et reproductive. Voilà, donc c'est toutes ces réalités que nous vivons au quotidien qui nous ont motivés à mettre en place ce réseau. Parce que nous sommes rendus compte que beaucoup de femmes meurent, des gens, des personnes en général, mais des femmes en particulier, beaucoup de femmes meurent de suite de problèmes liés à leur santé sexuelle et reproductive, tout simplement parce qu'elles manquent des informations. Elles n'ont pas d'informations qui peuvent les aider à prévenir des problèmes, ces genres de problèmes. Il n'y a pas d'information, mais il y a également un problème de l'accès aux soins, ou un problème de disponibilité de soins. Alors ça nous a motivés
à mettre en place, non pas seulement à mettre en place ce réseau, mais à commencer à parler d'abord de ces problèmes dans nos interventions médiatiques. Parce que nous avons voulu que les femmes, que les gens, que des personnes de notre société connaissent, aient des informations pour qu'ils puissent avoir des comportements responsables dans leur vie. Parce que c'est ce côté irresponsable parfois, hein, c'est juste un aspect de choses, une façon de voir les choses, mais le manque d'informations amène au comportement non responsable. Et les comportements non responsables comment dire, nous mettent en fait face au danger. Les comportements non responsables nous disposent à connaître beaucoup de problèmes, surtout des problèmes liés à notre santé sexuelle et reproductive. Vous savez, par exemple, une personne qui veut, par exemple, avoir de relations sexuelles, cette personne doit savoir que les relations sexuelles qui ne sont pas encadrées peuvent nous amener beaucoup de problèmes. Des relations sexuelles non encadrées ou irresponsables, c'est des relations sexuelles, par exemple, qu'on a avec une personne dont on ne connaît pas le statut sérologique. C'est les avoir de manière non protégée. Et quand on ne sait pas qu'on peut se protéger, on court le danger, on court le risque d'attraper des infections sexuellement transmissibles, on court le risque d'attraper le VIH-Sida, on court le risque d'attraper une grossesse qui n'était pas désirée. Et lorsqu'on a une grossesse qui n'est pas désirée, une grossesse qui n'est pas planifiée, on risque d'être tenté d'avorter. Et où est-ce qu'on va avorter si on n'a pas des informations qu'il faut pour se protéger, pour ne pas mettre sa vie en danger? Vous voyez, donc il y a tout un éventail d'informations qu'on a besoin d'avoir pour avoir des comportements qu'on appelle des comportements responsables. Alors autour de nous, nous voyons que des gens n'ont pas beaucoup d'informations, notamment sur la contraception, sur la planification familiale. Vous voyez ici, là où nous sommes en train de tourner cette émission, nous sommes c'est dans l'enceinte du ministère des Affaires sociales. Il y a un home de vieillard à côté, il y a un orphelinat de l'autre côté. Il y a beaucoup d'enfants autour de nous, des orphelins, etc. Mais d'où viennent ces orphelins? Généralement, c'est pas toujours des orphelins, enfin on les appelle orphelins, c'est vrai, mais parmi eux, tous n'ont pas perdu leurs parents. Il y en a qui ont été jetés par les parents, par la mère, elle met au monde et puis elle jette son enfant et tout ça, parce qu'elle est incapable d'élever cet enfant. Elle a attrapé sa grossesse, elle n'avait pas voulu peut-être, et puis elle se retrouve comme ça, elle va jeter l'enfant, on va ramasser, on va prendre l'enfant, on va l'amener dans un orphelinat. Il y a des femmes qui mettent au monde sans avoir l'information sur la contraception, et puis après elle n'arrive plus à élever les enfants, et voilà, elle va les classer dans les orphelinats, dans les maisons d'accueil, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'informations dont on a besoin pour le bien-être, d'abord le bien-être individuel, mais le bien-être de toute la communauté. Nous, étant journalistes, quelle est notre parcelle de pouvoir? Quelle est notre part? Quelle est notre contribution? Je pense que parler de ça, c'est déjà notre part, c'est déjà notre partition que nous jouons dans la communauté. C'est ça notre contribution. Nous n'allons pas nous mettre à parler de tout ce que les gens disent tous les jours. C'est vrai qu'on a besoin de toutes sortes d'informations, mais nous, on a voulu vraiment se consacrer sur un aspect de tout le problème que nous voyons tous les jours dans la société. Et nous sommes dit, voilà, nous sommes journalistes, comment est-ce que nous pouvons contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans notre pays, dans notre société, dans notre communauté. Alors, nous avons commencé nous-mêmes déjà en tant que journalistes individuellement à informer des gens, informer la population sur des questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Et puis après, avec d'autres amis, avec d'autres journalistes, nous avons décidé de mettre en place cette structure qui aujourd'hui encadre aussi des journalistes pour les outiller afin d'être utiles dans la société dans ce qui concerne la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Voilà. Madame, dites-nous un peu jusque-là, quelles sont les actions menées par ces réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive?
Bon, nous menons beaucoup d'activités. Premièrement, comme j'ai dit, c'est une plateforme qui regroupe les journalistes. Alors nous voulons avoir dans notre pays des journalistes qui sont bien outillés sur les questions de la santé sexuelle et reproductive. Outiller les journalistes, c'est renforcer leur capacité par rapport à ces questions. Alors ce que nous faisons, c'est que nous organisons des sessions de formation. Des formations, des renforcements des capacités des journalistes sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive. En RDC, notre ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé et de la reproduction, a établi 9 composantes de la santé sexuelle et reproductive. Je vais essayer de citer le 9 si ça va venir, sinon on va vous citer ce qui vient tout de suite à l'esprit. Vous voyez, il y a premièrement la question liée à la maternité, n'est-ce pas? Voilà, comme j'ai dit, nous organisons des sessions de formation des journalistes sur toutes les thématiques de la santé de la reproduction, parce que les journalistes qui veulent défendre ces questions, qui veulent parler de ces questions, doivent être outillés, doivent avoir des compétences et aussi des aptitudes, mais également des connaissances sur ces thématiques, sur ces questions. Alors nous devons savoir que dans notre pays, par exemple, pour en ce qui concerne la santé de la reproduction, il y a 9 composantes qui sont établies, qui sont liées à la santé de la reproduction. Nous avons la maternité à moindre risque. Là, vous voyez tout ce qui est soins prénatals, accouchement sans risque, les soins essentiels en cas de complications gynécologiques ou obstétricales, des soins au nouveau-né, post-natal, allaitement maternel. Tout ça, ça rentre dans la composante maternité à moindre risque. Vous avez l'information et services en matière de planification familiale. Ça, c'est une question très importante dans la santé de la reproduction. Il y a la prévention et la prise en charge de la stérilité des dysfonctionnements sexuels, tant chez l'homme que la femme. Tout ce qui est question d'infertilité, stérilité dans le couple, chez l'homme ou chez la femme. Il y a la prévention et prévention et prise en charge des complications d'avortement, des questions liées à l'avortement. Vous savez que des questions, disons, les avortements constituent une des causes principales de la mortalité maternelle dans notre pays. On reviendra sur cette question pour en parler davantage, parce qu'il faut dire qu'il y a un nouveau paradigme aujourd'hui par rapport à l'accès à l'avortement, au droit à l'accès à l'avortement sécurisé. Donc il faudra qu'on en parle et on va y revenir. Mais les questions d'avortement, ça fait partie de la santé de la reproduction. Et puis, il y a l'information des hommes en vue de leur implication dans la santé de la reproduction et leur co-responsabilité dans l'amélioration du rôle, du statut de la femme. L'implication de l'homme dans ces questions, c'est très important parce qu'on ne peut pas promouvoir la santé de la reproduction sans l'implication de l'homme. Et c'est ici d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle du concept de masculinité positive. Voilà, et on a vu tout récemment le président de la République avec d'autres chefs d'État africains qui se sont retrouvés ici à Kinshasa pour une conférence sur les masculinités positives. C'est très important, surtout dans la promotion des droits des femmes et dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Les violences, oui, voilà, des violences faites aux femmes ou des violences basées sur le genre, l'implication de l'homme, c'est très important. Et puis, il y a également la prévention et prise en charge des infections génitales, notamment les maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles, y compris des infections à VIH. Voilà, les questions de VIH, SIDA, c'est également des questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Ce sont des problèmes qui arrivent par l'utilisation des organes sexuels, n'est-ce pas, par le fait de la sexualité, n'est-ce pas, par le fonctionnement de l'utilisation en bien ou en mal de nos organes sexuels. C'est ce qui provoque tous ces problèmes que nous pouvons énumérer. Et donc ce sont des questions liées à la santé sexuelle et reproductive.
Alors, il y a également la promotion d'un développement sexuel sain par l'encadrement des adolescents, l'information et l'éducation concernant les rapports sexuels sans danger et responsables durant toute la vie et du respect mutuel entre les sexes. Ici, on parle de la SSRAGE, c'est la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et parce que justement les jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes liés à leur santé sexuelle et reproductive. Il y a des grossesses précoces chez les jeunes, il y a des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. Vous voyez, il y a des avortements non sécurisés, des avortements clandestins chez les jeunes. Il y a, tous ces problèmes-là, toutes ces situations que les jeunes rencontrent, des mariages forcés, les jeunes en sont victimes, n'est-ce pas, des violences sexuelles. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans notre pays, on a mis en place un programme spécialisé sur ces questions des adolescents et jeunes. C'est le programme national de la santé des adolescents et jeunes, PNSA, qui est animé et dirigé par M. Mbadou Fidèle, qui fait un travail excellent dans le pays en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Donc il y a cet aspect-là, il y a cette composante-là dans la santé sexuelle et reproductive qui est très important. Il y a l'élimination des pratiques néfastes telles que la mutilation sexuelle féminine, les mariages précoces, j'ai fait allusion à ça, la violence au foyer, des violences conjugales, des violences sexuelles faites aux femmes. Tout ça, c'est des questions de santé de la reproduction. Et enfin, il y a la prise en charge des états non infectieux de l'appareil génital, tels que la fistule génitale, le cancer du col de l'utérus, les complications des mutilations sexuelles féminines et les problèmes de santé de la reproduction associés à la ménopause. Donc voilà toutes ces questions. Lorsque vous trouvez, vous êtes en face de l'une ou l'autre thématique, vous savez que vous êtes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Alors nous, l'effort que nous faisons, pour revenir donc maintenant à votre question, c'est d'outiller les journalistes, de les aider à avoir des connaissances sur toutes ces thématiques, afin que lorsque dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, nous retrouvons en face de ces situations qui nous ramènent à ces questions, nous pouvons intervenir. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons intervenir par des reportages, par des documents. Il faut documenter, il faut informer, il faut donner des informations. Qu'est-ce qui se passe par exemple dans telle commune, dans tel coin par rapport à toutes ces questions. Parce qu'en fait, il faut intervenir en amont, il faut intervenir en aval. Vous voyez. Et voilà, au-delà de l'information que nous donnons aux gens, pour les aider, par exemple, par rapport à la maternité à moindre risque, nous disons aux femmes, par exemple, que lorsque vous vous retrouvez enceinte et que vous voulez amener votre grossesse jusqu'à terme, il y a un comportement qu'il faut avoir. Il faut aller consulter le médecin. Il faut aller à la consultation prénatale, c'est très important. On vous donne des avantages de la consultation prénatale. On vous dit que lors de la consultation prénatale, voici ce qu'il faut faire. On va vous donner des conseils. Voici ce qu'il faut manger. Voici ce qu'il faut éviter. Voilà tel comportement à avoir. Voilà ce qu'il faut. On vous donne tous ces conseils. On sensibilise les femmes. On sensibilise les hommes aussi à accompagner les femmes à la maternité ou à la consultation prénatale. C'est très important. On dit aux femmes, après l'accouchement, il faut amener l'enfant aux consultations préscolaires. C'est très important, les vaccins, etc. Vous voyez, parce que la population a besoin d'avoir toutes ces informations. Et puis, pour éviter des grossesses trop nombreuses, pour éviter des grossesses trop rapprochées, pour éviter de grossesses à risque, voilà, il faut... voilà, il faut espacer les naissances. Pour espacer les naissances, il faut la planification familiale, il faut la contraception.
Voilà, et on va vous donner par exemple des références pour avoir des counseling sur la contraception. On vous donne toutes les informations. Aujourd'hui, les gens se posent des questions sur la contraception, surtout la contraception moderne. Est-ce qu'elle a des avantages? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que la contraception moderne a des effets néfastes, etc. Mais il faut être exposé à l'information pour le savoir. Si vous n'avez pas d'information, vous n'allez pas le savoir. Vous voyez, par rapport à l'infection à VIH, on vous dit, ben voilà, toute relation sexuelle doit être protégée. Protégée, ça veut dire utiliser par exemple un préservatif ou alors être sûr de votre état sérologique et de l'état sérologique de votre partenaire. Pour connaître l'état sérologique de vous-même et de votre partenaire, il faut le dépistage, il faut un test. Comment ça se passe? Voilà. Donc il faut toutes ces informations-là. Mais les journalistes qui s'intéressent à ces questions, il doit être outillé lui-même. Vous voyez, donc nous avons le côté ou l'axe renforcement des capacités des journalistes, les outiller parce qu'on veut faire de ces questions des questions importantes dans la société. Lorsque les gens regardent la radio, la télévision, écoutent la radio, ils doivent retrouver ces questions dans le programme de nos radios et des télévisions parce que c'est important. On ne doit pas tous les jours nous nourrir des informations politiques. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est vrai, je voudrais bien savoir ce que telle ou telle autre personne fait. Mais ce qui m'importe aussi, c'est quel est le programme politique, quel programme politique nous avons, quelle est la politique nationale de la santé en RDC. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir est-ce que quand une femme a besoin de services de santé sexuelle et reproductive, est-ce que ces services sont disponibles dans le pays? Le journaliste, il va observer, il va voir dans la société, est-ce que dans mon quartier, est-ce que là où j'habite, il y a un seul centre de santé qui est digne de ce nom. Si les femmes se retrouvent enceintes, où est-ce qu'elles vont accoucher? Est-ce qu'il y a des problèmes de mariage forcé ou de mariage précoce dans ma communauté? Parce que la loi l'interdit. Le journaliste, pour en parler, doit savoir, par exemple, que la loi interdit des mariages des enfants, n'est-ce pas? Des mariages forcés, les violences sexuelles, quand ça se passe, comment les journalistes peuvent intervenir? Voilà, donc nous outillons les journalistes et nous les aidons à produire, n'est-ce pas, à proposer à la population des reportages, des émissions, etc. Tout ce que la population peut consommer et qui peut aider la population à avoir les informations dont elle a besoin pour sa survie, pour sa bonne santé sexuelle et reproductive. Vous voyez, donc voilà un peu, c'est ce que nous faisons, mais en même temps nous contribuons aussi à ces plaidoyers. Voilà, donc nous avons l'axe information, renforcement des capacités, sensibilisation et plaidoyer. C'est ce que nous faisons notamment dans notre structure. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des ONG ou soit de structures internationales qui travaillent dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive? Vous voyez, vous savez, quand vous avez un engagement, c'est bien de mener votre combat, mais seul, c'est difficile d'atteindre les objectifs. Il faut une synergie des efforts, c'est très important. Donc nous travaillons en partenariat avec d'autres des associations, des OSC, hein, des organisations de la société civile, des organisations locales, tout comme des organisations internationales. Nous avons beaucoup de partenaires avec qui nous travaillons pour conjuguer ensemble nos efforts, parce que nous avons besoin d'eux, eux ils ont besoin de nous pour travailler ensemble, pour mettre ensemble nos efforts et atteindre les objectifs communs que nous avons. Nous avons par exemple IPAS, c'est une organisation internationale qui milite pour le droit sexuel et reproductif des femmes. Alors, nous travaillons en partenariat pour promouvoir les droits sexuels et reproductifs dans le pays. Donc voilà, on ne peut pas
On ne peut pas travailler seul et prétendre atteindre les objectifs. Nous voulons que la population soit informée, que la population accède aux services de santé sexuelle et reproductive. Mais pour ça, nous avons besoin de travailler en partenariat avec d'autres personnes. Les organisations, des ONG par exemple, ou des organisations internationales, sont des partenaires vraiment importants pour nous. Ils arrivent parfois là où nous, on n'arrive pas. Ils ont même des données que nous, on n'a pas. Et eux, ils mettent à notre disposition des données, des informations dont nous avons besoin pour, en fait, des données qui constituent de soubassement au travail que nous faisons. Parce que le travail que nous faisons demande des évidences. Et sans évidence, je ne peux pas vous dire par exemple qu'aujourd'hui, tout à l'heure, quand je parlais des questions d'avortement, je vous ai dit que les avortements clandestins constituent l'une des principales causes de la mortalité maternelle en RDC. Mais on va dire des choses comme ça sur base des évidences, des données. Et si on n'a pas des données, on ne va pas dire n'importe quoi. Voilà, donc c'est là l'importance même de la collaboration les unes avec les autres. Je parle des organisations qui militent pour le même cause. Voilà. Madame Bibiche Mbete, dites-nous un peu en tant que coordinatrice du réseau, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le cadre des activités, soit des actions menées par le réseau? Bon, chaque œuvre humaine est souvent confrontée à des difficultés. Quand on veut atteindre les objectifs, quelques objectifs, tout le monde ne partage pas votre vision, tout le monde ne partage pas votre point de vue. Il y a parfois, on trouve des difficultés par-ci, par-là, ça ne manque pas. Il y en a beaucoup, certainement. Mais je vais parler d'une difficulté liée notamment au sujet qui constitue en fait le nœud de notre réseau. C'est la santé sexuelle et reproductive. Vous avez vu, j'ai parlé ici des relations sexuelles, j'ai parlé des questions d'avortement, j'ai parlé du VIH. Tout renvoie à la sexualité, tout renvoie aux relations sexuelles, etc. Et ces questions sont des questions considérées comme des questions taboues dans notre société. Ce sont des questions qui touchent vraiment aux sensibilités culturelles dans notre société. Et lorsqu'on en parle, parfois on vous regarde, mais ces personnes qui viennent nous parler du sexe, qui viennent nous parler des sexualités, des rapports sexuels, etc. Et pourtant c'est très important. Ce sont des questions qui sont inhérentes même à notre vie. Si vous existez, c'est parce qu'il y a eu deux personnes qui se sont rencontrées, qui ont eu des relations, n'est-ce pas, intimes et qui ont produit la personne que vous êtes. Mais ces relations-là, lorsqu'elles ne sont pas encadrées, lorsqu'on n'a pas des informations qui entourent ces relations-là, on court des risques. C'est comme ça. Vous avez eu la chance, vous existez. Il y a d'autres personnes qui sont décédées. Il y a des femmes qui ont mis au monde, mais qui sont décédées, qui ont laissé les enfants, qui ont laissé leur vie en mettant au monde, en donnant la vie. Mais c'est des questions qui sont inhérentes à notre vie et on doit en parler. Dans notre société, nous avons de jeunes filles qui avortent, des femmes qui avortent. Mais lorsque vous commencez à parler des questions d'avortement, on vous regarde d'une manière stigmatisante. On vous qualifie même de journalistes d'avortement, des journalistes qui parlent d'avortement, etc. Mais comment ne pas parler des questions qui posent problème, qui créent des problèmes, qui constituent même des problèmes dans notre société? Vous voyez, c'est parfois la stigmatisation autour des questions que nous abordons dans notre travail, la stigmatisation autour de toutes ces thématiques qui constituent en fait la difficulté. Et même aussi parfois pour que les gens en parlent, n'est-ce pas? Pour que les gens en parlent. Les gens ont du mal à parler de ces questions. Aujourd'hui, il y a quelques jours, c'était la campagne mondiale contre les violences basées sur le genre, les 16 jours d'activisme. Nous parlons des questions de violence sexuelle, nous parlons des questions de violence domestique, de toutes sortes de violences. Mais combien de femmes, bien que victimes, osent parler de ces questions? Très peu. Très peu. Nous avons déjà un problème de culture pour aborder cette question, pour aborder cette thématique. Nous, en fait, parmi nos objectifs, nous avons voulu briser le tabou autour de ces questions. Que ce soit des questions qui soient discutées
dans la communauté, en public, dans les médias, comment dire, qu'est-ce qu'on dit, sans hésiter, n'est-ce pas? Voilà, sans hésiter, sans avoir peur, et comprendre en fait l'importance de discuter, de mettre sur la table ces questions. Et c'est aussi ça le rôle du journaliste. Le journaliste, il peut briser des tabous autour des questions qui sont importantes. Aujourd'hui, on parle des questions... Je reviens encore sur les questions d'avortement parce qu'on n'aime pas en parler et pourtant ce sont des pratiques qui sont réelles dans notre société. Vous pouvez avoir dans votre famille des gens qui avortent, mais vous ne voulez pas en parler. Tant que vous n'en parlerez pas, les gens continueront à mettre leur vie à risque, n'est-ce pas? À risque. Mais aujourd'hui, par exemple, si nous avons commencé à parler des questions d'avortement, c'est parce qu'il y a un nouveau paradigme par rapport à ces questions. Nous savons que nous sommes un pays restrictif, la loi est restrictive par rapport à l'avortement. Je vais parler au passé, bien que le code pénal qui interdit la pratique d'avortement existe encore, mais la RDC a ratifié le protocole de Maputo qui donne accès à l'avortement sécurisé, qui est différent de l'avortement non sécurisé. Le genre d'avortement qu'on a pratiqué en cachette, derrière des maisons, dans la brousse, etc., qui a mis en danger, ces gens en fait, qui a mis en danger la vie de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes sont décédées, ce qui a fait de l'avortement un problème de santé publique. Maintenant, lorsque vous êtes dans le cas d'une grossesse qui est issue d'un viol, d'inceste, ou lorsqu'il y a des problèmes de santé qui entourent la grossesse aujourd'hui légalement, aujourd'hui officiellement, la RDC donne accès à l'avortement dit sécurisé. Parce que l'avortement sécurisé a aussi ses principes. L'avortement sécurisé a ses normes. C'est un avortement qui est pratiqué dans un centre reconnu, qui est pratiqué par un spécialiste bien formé, reconnu, et par des méthodes qui sont acceptées, n'est-ce pas? Et voilà, donc lorsque vous vous retrouvez dans ces conditions-là, vous avez le droit de demander les services d'avortement, ce qui n'est pas obligatoire. Il faut faire attention et faire la part de choses. La loi ne dit pas que dès lors que vous êtes enceinte d'une grossesse issue d'un viol, vous êtes obligé d'aller avorter. Ce n'est pas ce que la loi dit. Mais si vous le voulez, le droit là, vous en avez de demander officiellement et personne ne viendra vous arrêter. C'est pour ça même qu'on fait la sensibilisation, la vulgarisation de cette loi, non pas seulement auprès de médecins, mais aussi de ceux qui pratiquent le droit, n'est-ce pas, des magistrats, des avocats, etc. Parce que toute la communauté doit être informée par rapport à cette thématique. Voilà, donc c'est très important pour nous que ces questions deviennent des questions sans tabou. Et jusque-là, vraiment, c'est la difficulté majeure que nous avons eue, et que les gens puissent comprendre ces concepts, que les gens puissent comprendre qu'il y ait des journalistes qui se spécialisent par rapport à ces questions-là qui sont très capitales, qui sont très importantes dans notre société. C'est vrai qu'il y a d'autres difficultés qui sont surmontables, parce que vous savez, le journaliste, lorsqu'il travaille, il a besoin de moyens, parce qu'il doit aller chercher de l'information, il faut qu'il ait de moyens de production. Nous ne voulons pas faire le journalisme de compte rendu, des journalistes qui soient toujours derrière des personnes, qui font la promotion des personnes, des individus. Nous voulons vraiment être des journalistes qui montrent la réalité de leur pays, mais la réalité qui touche aux questions de santé sexuelle et reproductive, pour qu'on puisse promouvoir cet aspect-là de la vie. Madame la coordinatrice, dites-nous quelles sont les perspectives d'avenir que le réseau prévoit pour l'année 2022. Le RGCSR, le réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, a 2 ans.
Et au bout de 2 ans, nous avons pu former un certain nombre de journalistes sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive. Mais vous avez pu vous rendre compte avec moi que la santé sexuelle et reproductive englobe beaucoup de thématiques. Et donc, ce n'est pas peu de choses que d'outiller les journalistes sur ces questions en peu de temps. Donc, nous comptons poursuivre le renforcement des capacités des journalistes, et pas seulement ici à Kinshasa. Nous avons déjà une quarantaine de journalistes qui sont formés sur quelques thématiques seulement de la santé sexuelle et reproductive. Mais nous comptons continuer les formations sur toutes les thématiques. J'ai dit qu'il y en a au moins 9. Et donc, quand vous dites que vous êtes journaliste membre de notre réseau, ça veut dire que vous êtes en mesure de défendre toutes ces questions. Et c'est important pour nous. Mais nous ne voulons pas rester ici à Kinshasa. Donc, les objectifs pour 2022, c'est d'aller dans d'autres provinces où nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons formé des journalistes à Bukavu et quelques journalistes de Goma. Alors, nous voulons aller aussi dans d'autres provinces. Nous visons au moins 5 provinces pour l'année prochaine. Et donc, nous voudrions que dans quelques années, toute la RDC ait des journalistes qui soient vraiment engagés dans ces thématiques. Parce que nous pensons seulement avoir de problèmes ici à Kinshasa, mais les problèmes au Congo profond sont encore plus criants que chez nous à Kinshasa. Vous savez, vous pouvez aller dans certains quartiers ici dans notre ville où il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas de l'eau potable. Les jeunes filles très tôt le matin vont chercher de l'eau très, très loin et en cours de route, elles ont des problèmes. Il y a des gens qui les prennent et les violent. Et à combien plus forte raison dans les provinces? C'est vraiment des difficultés que nous avons et nous voulons que toutes les provinces disposent des journalistes qui sont en mesure de porter ces questions, d'en parler et de faire aussi des sensibilisations et des plaidoyers par rapport à ça. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur pour l'année prochaine. Madame, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Vous allez regarder la caméra et vous allez dire un message à toutes les femmes qui nous ont suivis. Mais j'aimerais bien que ça soit en lingala, une conscientisation en tant que coordinatrice du réseau. Et ça va vraiment leur aider. Et vous allez donner votre numéro de contact du réseau, le siège ici à Kinshasa et vos contacts sur Facebook, Instagram et ailleurs. Je vais remercier Madame Tiziane, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de parler à la population congolaise de notre réseau RGSSR, de ce que nous faisons en tant que journalistes et activistes engagés dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. C'était un honneur pour nous de compter parmi dans la liste de vos invités. Et ce que je vais donner ici comme message, nous battons pour que les femmes accèdent à leurs droits, le droit notamment à la santé sexuelle et reproductive. Mais il faut dire, je voudrais dire quelque chose d'important. La santé, c'est un droit de tout le monde. Et pour accéder à ce droit, il faut le connaître. Il faut savoir qu'on a de droits et on peut le revendiquer. Quand on n'est pas conscient de ce droit, on ne va pas le revendiquer. Et nous avons l'avantage dans notre pays d'avoir même des textes de loi qui font, comment dire, des textes de loi qui protègent les droits des femmes, les droits à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons des textes de loi. La Constitution garantit ce droit. Nous avons la loi sur les violences sexuelles. Nous avons également un texte très important, un instrument juridique très important pour les femmes. C'est le protocole de Maputo qui est un instrument juridique exclusivement ou spécialement consacré aux droits des femmes. Malheureusement, beaucoup de femmes ne connaissent pas ce protocole. Et moi, je vais encourager les femmes à être conscientes de leurs droits et à pouvoir revendiquer leurs droits. Il ne faut pas attendre des mouvements de partis politiques parce que telle personne n'a pas été nommée dans tel poste
pour tel poste dans telle entreprise, telle personne n'a pas pris ce poste politique et tout ça, et puis la personne va drainer des femmes derrière elle pour commencer à manifester et tout ça. Non, les femmes doivent être conscientes qu'elles ont de droits et qu'elles peuvent revendiquer pour ce droit. Vous remarquez que vous n'avez pas de l'eau et que lorsque vous allez chercher de l'eau, par exemple, on viole vos enfants en cours de route, etc. Vous n'avez pas. Pourquoi vous ne manifestez pas? Puisque vous avez des lois qui disent que l'État doit mettre en place mettre en place des dispositions pour garantir l'accès à l'eau et à l'énergie électrique pour les femmes. Mais quand l'État ne le fait pas, il faut manifester, il faut revendiquer. C'est de votre droit, n'est-ce pas? Alors, donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que les femmes doivent être conscientes de leurs droits et la population en général pour que nous puissions revendiquer ces droits et faire, pour que nous puissions revendiquer nos droits. J'ai fait profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires, notamment IPAS qui nous a fait confiance et qui nous aide dans nos activités. Nous allons remercier également tous les autres partenaires avec qui nous travaillons d'une manière ou d'une autre pour l'amélioration de droits à la santé sexuelle et reproductive. Alors nous avons des comptes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont sur Facebook ou sur Twitter. Donc quand vous allez sur Twitter, vous faites réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, vous allez nous trouver sur Facebook. Sur Twitter, nous sommes également sur Facebook. Sur notre page, c'est réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Il y a tous les numéros de contact, il y a toutes nos adresses dans nos comptes sociaux. Nous avons un site internet www.rjssr.org. Là aussi, nous avons toutes nos adresses, nous avons des points de contact, des numéros de téléphone, etc. Donc, si vous voulez avoir des informations, parce que là aussi, dans nos différents comptes, nous mettons des informations. Il y a l'actualité sur toutes ces questions. Donc, si vous voulez vous informer ou nous questionner sur une matière ou une autre, vous pouvez toujours nous contacter à travers ces comptes que je viens de partager. Voilà. C'en est fini pour aujourd'hui dans le cadre de cette émission Miroir de femmes qui a réussi pour vous Madame Bibiche Mbete, coordinatrice du réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Big salutations à ma famille ainsi qu'au réalisateur de cette émission, Didier Mbongo. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro dans ce même cadre. À très bientôt, bye.